en tant que religieuse, ensemble avec les autorités de la mairie, mais au milieu des élèves au CEG Gbanli, un haut lieu d'éducation, je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec les affres des changements climatiques, nous avons à prendre les dispositions pour renverser la tendance. L'année dernière, en mars ou en mai 2015, le pape François a sorti sa lettre encyclique dénommée « Loué sois-tu Seigneur », mais c'est sur l'écologie. Et dans cette lettre, il parle de la terre comme notre maison commune. Elle appartient aux religieux, elle appartient à toutes les religions, elle appartient aux élèves, elle appartient à tout le monde. Elle appartient aux richissimes, mais elle appartient également aux derniers des pauvres. Cette maison, nous devons l'entretenir. Et c'est à ce haut lieu, c'est très bien choisi, pour que nous puissions apprendre aux élèves à entretenir cette maison commune. Cette maison commune, le pape l'appelle encore notre sœur, parce qu'avec cette terre, nous partageons l'existence et nous cheminons. Cette maison commune est encore notre mère, parce qu'elle nous porte. C'est la terre qui produit. Mais cette terre aujourd'hui, avec le comportement des contemporains, avec nos comportements, cette maison, cette mère gémit, crie parce que nous la saccageons, nous la maltraitons. Et donc, nous devons nous mettre ensemble, enfants, élèves, tout le monde, pour sauvegarder cette maison commune-là. Et donc, il faut planter des arbres. Et c'est en lien et en union avec tous les élèves de ce collège que nous interpellons tous les élèves du Bénin pour qu'au cours de ce mois de juin, que chacun puisse planter un arbre. Autrement, les élèves, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus sûrs des résultats des semences, des cultures. Quand ils sèment, ils ne sont plus sûrs parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la pluie commence, quand est-ce qu'elle s'arrête. Et donc, du coup, au moment de la récolte aussi, il y a des problèmes. Et ça a des répercussions sur vous, oui ou non? Oui. Eh bien, pour bien manger, pour bien vivre demain, pour faire vivre vos enfants, nous avons besoin tout simplement de planter les arbres. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Cette épicéa était nonagénaire. Depuis quelques jours, avec l'accord du gouvernement polonais, les bûcherons procèdent à des coupes controversées dans le massif forestier de Białowieża, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui abrite la dernière forêt primaire d'Europe. Les gardes forestiers ont déclaré la guerre aux scolites, des insectes ravageurs qui se reproduisent de façon exponentielle. Lorsque leur population est gigantesque comme maintenant, les scolites ne se contentent plus seulement d'achever les épicéas affaiblis, mais ils s'attaquent également aux arbres en bonne santé. Environ 30% des arbres de la forêt de Białowieża sont des épicéas. Parmi eux, d'après les gardes forestiers, un arbre sur 5 est infecté par les scolites, l'équivalent d'1 million de mètres cubes de bois. Chaque épicéa infecté est un danger pour les 30 qui l'entourent. En abattant un seul arbre malade et en le sortant de la forêt, on peut pratiquement sauver 1 à 2 hectares de forêt par an. Le précédent ministre de l'Environnement avait donné son accord pour couper environ 60 000 mètres cubes de bois en 10 ans, mais son successeur a triplé ce chiffre, invoquant l'urgence à protéger la forêt. Les écologistes dénoncent une mesure purement économique pour tirer profit de la vente du bois. Selon elle, en 10 000 ans d'existence, la forêt de Białowieża a survécu à des centaines d'invasions d'insectes sans aide de personne.
En apparence, les arbres autour de moi sont morts, mais en réalité, ils vivent plus que lorsqu'ils étaient vivants, parce que désormais, ils abritent une centaine d'espèces d'insectes. Un arbre mort, c'est une grande richesse biologique. Couper des arbres dans cette forêt, c'est comparable à ce que font les talibans lorsqu'ils détruisent des œuvres d'art. La forêt de Białowieża abrite un parc national où toute ingérence humaine est strictement interdite. Les associations écologistes veulent étendre ce parc à toute la forêt. Le gouvernement et les gardes forestiers s'y opposent et assurent que malgré les coupes, le nombre d'arbres à Białowieża continue de croître. Au pied du célèbre Golden Gate Bridge de San Francisco, le centre de secours pour mammifères marins affiche presque complet. Ici sont soignés plus de 200 phoques et otaries. Une affluence record causée par le phénomène climatique El Niño et ses courants chauds dans l'océan Pacifique. À cause des changements de température, ces animaux doivent plonger plus profond, dans des eaux plus froides, pour trouver leur nourriture. C'est beaucoup plus difficile pour eux de trouver suffisamment à manger. Tous ces animaux souffrent de malnutrition, de pneumonie et de diverses infections. Sans compter le lot habituel de phoques pris au piège des filets de pêche. Souvent trop faibles, ils sont nourris à la soupe de poisson, un mélange maison concocté par des bénévoles. On y met du hareng, un peu d'huile de saumon et de l'eau. À chaque animal, sa seringue géante personnalisée, avec en plus de la soupe, des médicaments adaptés aux besoins de chacun. Les phoques remis sur pattes ont alors droit à du poisson frais et entier. Tous sont minutieusement suivis par des vétérinaires jusqu'à leur guérison totale et leur remise à l'eau sur les côtes de la Californie du Nord, leur habitat naturel. Les gens commencent par s'inquiéter pour les otaries, ensuite pour l'environnement, pour les océans, et cela les aide à réfléchir. Que dois-je faire pour aider? On espère que les gens se sentent concernés par la protection de l'environnement. Le centre de soins assure que 60% des animaux sauvés survivent une fois relâchés dans l'océan. Une goutte d'eau face à l'ampleur du désastre. Les scientifiques estiment qu'à cause d'El Niño, des dizaines de milliers de bébés phoques sont morts cette année. Ce n'est qu'une fois par an, alors ils y vont à fond. Le Mardi Gras de la ville hippie de Ninbin en Australie, c'est l'occasion de fumer de l'herbe sous le nez de la police locale, qui tolère la pratique pendant le festival. Et cette année, il a lieu alors que le gouvernement réfléchit à l'utilisation thérapeutique de la marijuana. Jay n'a que 11 ans, mais il en consomme sous forme d'extrait pour lutter contre des crises d'épilepsie aiguë. Les crises étaient violentes. Il a dû être réanimé, on lui a fait un massage cardiaque. Il avait plusieurs os cassés, son niveau de vue a baissé. Et ce n'est pas qu'à cause des crises, ça venait aussi des médicaments. Jay prenait 35 comprimés par jour, il était en chaise roulante, alimenté par un tube nasogastrique. La consommation et la production sont illégales en Australie. Ce producteur prend donc un risque en fournissant à la mère de Jay un remède utilisé pour l'épilepsie, la sclérose en plaques ou le cancer entre autres. Le gouvernement dit toujours qu'il va faire quelque chose. Les gens font des recherches et ils me trouvent. Et je me retrouve coincé avec eux parce que le gouvernement ne fera rien. Pourtant, l'Australie va peut-être changer d'approche. L'État de Victoria devrait autoriser la pratique pour les enfants atteints d'épilepsie en 2017. Mais le débat persiste sur les effets secondaires du cannabis. Selon le gouvernement, il serait responsable de sautes d'humeur, voire de schizophrénie. Et pour les investisseurs, il faut combattre les préjugés. Il est très important de faire une distinction entre fumer du cannabis pour se défoncer et un médicament pour des enfants malades. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire planer, vous pourriez en boire une bouteille. Les mentalités évoluent doucement, mais la mère de Jay, elle, demande un changement des textes et une protection légale. Une amnistie, pour que les médecins puissent dire haut et fort, voici les résultats qu'on obtient pour cet enfant avec des extraits de cannabis. Sans ça, on s'attend à ce que la police vienne frapper à notre porte. De son côté, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a récemment autorisé des plantations tests de cannabis médicinal, un espoir pour Jay de pouvoir se soigner légalement un jour. Un refuge dangereusement accessible en Birmanie. Le pays est le deuxième producteur mondial d'opium, la matière première de l'héroïne. Et près de la frontière chinoise, dans l'état Kachin, une région déchirée par les conflits ethniques, cette drogue dure ne coûte presque rien. Je m'injecte une dose à 1 ou 2 dollars avant d'aller au travail.
Mais il y a d'autres accros qui s'injectent tout ce qu'ils ont. S'ils ont tout un flacon, ils le prendront en entier. Dans les mines de jade, l'héroïne est partout. Elle calme les douleurs et la faim et aide à supporter un travail éprouvant. Face à l'inertie des autorités, ce sont des groupes religieux qui ont repris le combat contre la drogue. L'un d'entre eux est connu pour utiliser la manière forte, des coups de bâton pour détruire le pavot, mais pas seulement. On leur demande s'ils préfèrent être livrés à la police ou s'ils acceptent d'être punis par notre équipe de destruction. Tout le monde connaît nos règles, y compris le gouvernement. On détruit la drogue en la diluant dans l'eau ou en la brûlant, et on punit les hommes de 5 coups de fouet. Des méthodes critiquées par d'autres groupes. A l'inverse, dans ce centre de désintoxication, on dit soigner par la prière uniquement, mais la tâche semble immense. Il n'y a peut-être qu'un foyer sur 10 qui n'a pas de problème de drogue. Les autres ont des enfants ou des proches qui souffrent d'addiction. La situation empire actuellement. Même mon quartier est touché. Dans la région, 40% des drogués sont séropositifs, le taux le plus élevé du pays. Et la situation sanitaire pourrait encore s'aggraver alors que la distribution de seringues gratuites a été arrêtée sous pression des groupes religieux, au prétexte qu'elle encouragerait la consommation.